La troisième session du dialogue politique Côte d'Ivoire-Union européenne vient de se tenir. Le bilan sur la situation sociopolitique a été fait. Les partenaires de la Côte d'Ivoire, dont l'Union européenne, ont pu se faire une idée de la situation, notamment au niveau de la sécurité. Le conseil d'administration du FMI, réuni la semaine dernière, a décidé d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa relance économique avec un appui financier de 37 milliards de francs CFA. Et puis des nouvelles rassurantes en provenance de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela réagit bien au traitement. Il a été hospitalisé pour une récidive d'infection pulmonaire. C'est ce qu'a déclaré ce matin à la télévision sud-africaine le président Jacob Zuma. C'est une fausse alerte dont l'objectif est de créer la psychose au sein des populations. La police nationale dément cette rumeur de rafle. Les autorités policières rassurent les populations sur l'ensemble du territoire et les invitent à vaquer tranquillement à leurs occupations. Vous entendrez dans cette édition le porte-parole de la police nationale. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal du RTI 1 pour vous informer. On commence avec le bilan sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Ce bilan a été fait au cours de la troisième session du dialogue politique Côte d'Ivoire-Union européenne. Les partenaires de la Côte d'Ivoire, dont l'Union européenne, ont pu se faire une idée de la situation au niveau de la sécurité, la justice et l'environnement des affaires. En Côte d'Ivoire, le reportage de Patricia Omouetia. Forum de discussion entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire pour constater les avancées politiques. L'un des objectifs fondamentaux de ce dialogue politique est d'inviter les décideurs à une meilleure prise de conscience au plan national et régional. Pour le chef de délégation de l'Union européenne, plusieurs questions d'intérêt commun ont été évoquées. Parmi ces questions, le volet sécuritaire figure en bonne place. Le maintien de l'ordre dans ce pays revient aux forces de police ou de gendarmerie dans les zones rurales et pas à l'armée, donc ce n'est pas le rôle. Donc il faut aussi qu'on voit un peu plus comment les perspectives vont se concrétiser pour que la montée en puissance du rôle des commissariats de police et des gendarmeries permette le retrait des FRCI des tâches de maintien de l'ordre qui ne sont pas des tâches normales pour une armée dans un pays. La prévention, la résolution des conflits, la bonne gouvernance et une justice impartiale constituent également des centres d'intérêt pour ce dialogue politique. Les jugements doivent se tenir dans un délai raisonnable. C'est question de respecter les droits de l'homme fondamentaux. Donc il y a là aussi des sujets sur lesquels nous souhaitons et nous avons un dialogue politique avec la Côte d'Ivoire. Encore une fois, tout en sachant que ce sont des sujets compliqué. Dans le cadre de la troisième session du dialogue politique, plusieurs rencontres sont prévues pour un approfondissement du partenariat Union européenne-Côte d'Ivoire pour l'émergence. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a regagné Abidjan hier après 5 jours passés en Grande-Bretagne. Le chef du gouvernement est allé prendre part au sommet du G8 sur la sécurité alimentaire au nom du président de la République Alassane Ouattara. Pendant son séjour, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu une série de rencontres, notamment avec des investisseurs, et ces derniers sont déjà intéressés par la Côte d'Ivoire. Mission fructueuse donc pour le chef du gouvernement ivoirien en Grande-Bretagne. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est adressé à la presse pour faire le point de son séjour. Je vous propose de l'écouter. 5 jours dans la capitale anglaise. Au terme de son séjour, le chef du gouvernement ivoirien a fait le point de sa mission à la presse. Le président de la République qui nous a demandé donc de le remplacer, disons qu'à la rencontre du G8, qui se tenait ici donc à Londres et qui devait aborder 2 questions. La question de la nutrition, premier point, et la question donc de la nouvelle alliance concernant donc le développement agricole dans nos pays. Donc c'était donc la mission première de notre visite ici à Londres, à la demande du président de la République. Et bien sûr, comme vous le savez, chaque fois que nous allons à l'extérieur, il souhaite, et il a raison, que nous puissions donc rencontrer tous ceux qui sont intéressés par les investissements donc en Côte d'Ivoire. Un agenda chargé avec des retombées palpables, indique Daniel Kablan-Duncan. En ce qui concerne la rencontre avec le G8, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons présenté un programme, disons, de lutte contre la malnutrition, et d'un montant de 160 millions de dollars, c'est-à-dire 80 milliards de francs CFA, sur une période donc de 5 ans, de manière à combattre la malnutrition dans notre pays. Nous avons vu M. Mark Simmons, donc le ministre britannique,
en charge donc de l'Afrique, qui va d'ailleurs bientôt venir en Côte d'Ivoire, et nous dire leur intérêt vraiment d'investir fortement avec les Britanniques en Côte d'Ivoire. Ils ont invité donc les autorités ivoiriennes, notamment le président de la République, selon son calendrier le permet, à participer à un forum qui va organiser spécialement pour la Côte d'Ivoire, ici donc à Londres, à l'automne. Au cours de sa visite à la BBC, le chef du gouvernement s'est aussi prononcé sur les récentes déclarations de la Cour pénale internationale. Nous sommes, disons que, passez-moi le terme zen sur ce dossier, à savoir que l'ex-président Gbagbo a été envoyé à la CPI. Les structures donc la CPI ont donné un sentiment, à savoir qu'ils demandaient donc au procureur de compléter son dossier. Et que nous, en tant que gouvernement, nous avons pris acte donc, de cette information. Daniel Kablan-Duncan s'est voulu rassurant quant à la réelle visibilité de ses missions à l'étranger dans le quotidien des Ivoiriens. Les Ivoiriens, au fur et à mesure que l'année 2013 va passer, vont voir sur le terrain se matérialiser ce que le président a indiqué à l'ensemble de la nation, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Ce mardi soir, Daniel Kablan-Duncan a quitté la capitale britannique. Il devrait prendre part au conseil de gouvernement ce mercredi à Abidjan. Voilà, le chef du gouvernement est rentré hier à Abidjan. Le président de l'Assemblée nationale est à l'étranger, au Sénégal, depuis 2 jours. Guillaume Soro milite pour une coopération parlementaire renforcée entre les assemblées nationales de la sous-région. La délégation ivoirienne qu'il conduit a eu une séance de travail avec les députés sénégalais et l'objectif est de mettre en place une coopération interparlementaire. Victorine Yaouyoboué est notre envoyé spécial au Sénégal. Cette visite de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au Sénégal était très attendue par les députés sénégalais. En témoigne le caractère solennel qu'ils ont accordé à la séance de travail qui s'est déroulée à l'Assemblée nationale dans la capitale sénégalaise. Le Parlement sénégalais estime que la coopération avec le Parlement ivoirien revêt un enjeu stratégique. La Côte d'Ivoire, c'est le poumon économique de l'UEMOA. C'est le deuxième poumon de la CEDEAO. Et nous pensons que nos 2 assemblées doivent jouer un rôle extrêmement important dans le sens de la consolidation du couple Côte d'Ivoire-Sénégal. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai proposé qu'on organise des plénières alternatives en Côte d'Ivoire et au Sénégal, parce que nous sommes sûrs que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, s'ils se donnent la main, nous parviendrons à construire un espace de paix en Afrique de l'Ouest, et cet espace de paix sera favorable pour le développement de nos 2 pays et de l'UEMOA. Nous devons aller vers l'harmonisation des politiques parce que nous avons les mêmes partenaires au développement. Il ne nous reste qu'à harmoniser et échanger les bonnes pratiques pour créer des mécanismes interparlementaires qui pourraient nous permettre de profiter au maximum de l'apport des partenaires techniques et financiers. La rencontre interparlementaire de Dakar devrait aboutir à la mise en place d'un cadre de coopération bilatérale. Donc que nous ayons aujourd'hui fait la revue du cadre bilatéral de la coopération entre nos 2 assemblées en harmonie avec les exécutifs de nos pays. Ceci ouvre la voie effectivement à des perspectives qui incitent à l'optimisme. Nous avons évoqué ensemble les priorités une par une. Il y en a eu à peu près une 20aine qui sont liées aux politiques de développement de nos pays. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori Soro, s'est voulu plus précis. Ce type de rencontre, de séance de travail devrait se renouveler. Dans les tout prochains jours, nous aurons à signer une convention de coopération. Les présidents des 2 parlements ont relevé par ailleurs la pluralité parlementaire dans leurs institutions. Du côté du Sénégal comme de la Côte d'Ivoire, tous les groupes parlementaires étaient en effet représentés à cette rencontre de Dakar. Le travail ne s'arrête pas à l'Assemblée nationale à Abidjan en l'absence de son président Guillaume Soro. Ce matin, les députés ivoiriens ont adopté le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord révisé portant création du Fonds de solidarité africain. Ce projet de loi a été présenté aux députés par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi.
Échangeur du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, sur les 30 milliards coût du projet, le Fonds de solidarité africain contribue à hauteur de 200 millions de francs CFA. C'est la dernière intervention de ce fonds d'aide au développement en Côte d'Ivoire avant la modification de l'accord régissant le FSA pour l'adapter aux défis nouveaux de financement des 13 États membres. En sollicitant l'autorisation de l'Assemblée nationale pour la ratification par le chef de l'État de cet accord révisé, le premier responsable de la diplomatie ivoirienne a expliqué les performances du FSA nouveau. Favoriser la croissance en injectant des capitaux dans l'économie ivoirienne au moyen de la garantie financière et autres techniques d'intervention, notamment la bonification d'intérêt. La bonification d'intérêt permet, si vous voulez, d'atténuer le coût de l'intérêt à payer par l'emprunteur. Donc c'est un fonds qui participe à cela et ça permet d'avoir en effet de levier beaucoup plus de ressources et donc d'avoir un engagement plus fort et donc de contribuer, si vous voulez, à financer les projets au profit des PME, au profit également de l'État lui-même. Des explications claires qui ont suscité l'adoption par la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale du projet de loi sur le protocole révisé du Fonds de solidarité africain. Reste l'acte du président de la République et la Côte d'Ivoire sera le 8e État membre à ratifier le protocole nouveau du Fonds de solidarité africain dont elle est l'actionnaire majoritaire à ce jour. Et c'était le reportage de Léon Pro. Je vous livre ce communiqué relatif à la visite du chef de l'État, Alassane Ouattara, dans le district des Savanes. Dans le cadre de la visite de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans le district des Savanes, M. Soro Yikbafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, convie tous les ressortissants de la région du Tchologo à une importante rencontre le samedi 15 mai 2013 à 10h à l'hôtel du Golfe. Ordre du jour, point des préparatifs de la visite d'État du président de la République dans le Tchologo. La présence de tous les fils et filles du Tchologo est vivement souhaitée. Je vous l'annonçais en début de journal, c'est une fausse alerte dont l'objectif est de créer la psychose au sein des populations. La police nationale dément cette rumeur de rafle. Les autorités policières rassurent donc les populations sur l'ensemble du territoire et les invitent à vaquer tranquillement à leurs occupations. On écoute le porte-parole de la police nationale. Depuis le mardi 11 juin 2013, des SMS fantaisistes circulent sur les réseaux de téléphonie mobile et font état de rafles systématiques d'individus par la police nationale à partir de 22 h sur toute l'étendue du territoire national. Il précise même que tout individu qui soit en possession d'une carte d'identité ou non sont raflés. Ce message est de nature à créer la psychose au sein de la population. La police nationale informe la population qu'elle n'a jamais initié une telle opération de rafle. La police nationale, dans le cadre de sa mission de protection des personnes et des biens et dans le strict respect des droits de la personne humaine, a le devoir de protéger la population vivant sur tout le territoire ivoirien. Le directeur général de la police nationale rassure donc les populations ivoiriennes et les appelle à la vigilance et au calme. Il leur demande incessamment de n'accorder aucun crédit à de telles allégations. Le directeur général de la police nationale rappelle à la population qu'elle peut, en cas de difficulté, appeler les services de sécurité au numéro vert suivant: 100 ou 111, le CCDO, 145, la brigade de sécurité, 170, la police nationale. Le directeur général de la police nationale met en garde tous ceux qui véhiculent des rumeurs de nature à troubler l'ordre public et les informe qu'ils s'exposent à la rigueur de la loi. Il les invite par conséquent à cesser de tels agissements. On passe à l'économie. Le conseil d'administration du FMI, réuni la semaine dernière, a décidé d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa relance économique avec un appui financier de 37 milliards de francs CFA. Le compte rendu d'Adama Koné.
La Côte d'Ivoire récolte les fruits de la 3e revue du programme triennal conclu avec le Fonds monétaire international, FMI. Le conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods, tenu le 7 juin dernier, a accordé au pays un prêt de 74 millions de dollars, soit 37 milliards de francs CFA, pour la conduite de son programme triennal signé en 2011, portant le total des décaissements à près de 197 milliards de francs CFA sur un montant global de 308 milliards de francs CFA. Le prêt approuvé le 7 juin est la conséquence de la bonne tenue de l'économie ivoirienne. Sur place, du 13 au 27 mars dernier, le FMI avait pu se rendre compte des performances réalisées. Croissance vigoureuse, inflation maîtrisée, perspectives optimistes. Tous les critères de performance et 4 des 5 repères indicatifs à fin décembre 2012 au titre de l'accord ont été respectés, avait souligné le sous-directeur du département Afrique du FMI, Michel Lazare. Le Conseil national de la comptabilité, en collaboration avec la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, vient d'évaluer le système, l'architecture comptable et financière de la Côte d'Ivoire. L'objectif visé est d'améliorer le climat des affaires. Les résultats ont été présentés hier au ministre en charge de l'économie, Nialé Kaba. Le reportage de Jean-Jacques Kwamiala. 3 critères ont été pris en compte par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED pour cette auto-évaluation du système comptable et financier de la Côte d'Ivoire. Le critère réglementaire et légal, le critère institutionnel et la capacité des ressources humaines. Sur l'échelle 1, la Côte d'Ivoire a obtenu la note 0,64, une note qui est conforme aux normes internationales et la classe parmi les pays attractifs. Disposer d'une bonne architecture comptable et financière, aider les entreprises à produire de l'information financière de qualité, c'est véritablement créer les conditions pour attirer les investisseurs étrangers. Au niveau de la mobilisation des ressources, c'est extrêmement important puisque les bailleurs de fonds nous accompagnent et les bailleurs de fonds sont rassurés chaque fois qu'un pays s'engage à améliorer ses pratiques comptables et ses pratiques d'audit. Un pays qui a 0,6, c'est un pays qui peut avoir 0,7. 0,8. Donc ça veut dire que des progrès doivent être faits. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin de la réunion, si vous y avez assisté, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de recommandations qui ont été émises. Les autorités ivoiriennes ont été interpellées sur la nécessité de financer les conclusions de cette auto-évaluation. Sur la question, la ministre en charge de l'économie, Kaba Nialé, rassure. Compte tenu de l'importance de toutes ces questions, j'envisage de m'impliquer bien entendu dans la mobilisation des ressources pour le financement de l'activité. J'envisage également de participer donc à la 30e session ISAR qui doit se tenir en novembre prochain à Genève. Pilotée par le Conseil national de la comptabilité, l'évaluation du système financier de Côte d'Ivoire a duré de juin à août 2012. Huile de palme, enjeux et perspectives de développement en Afrique et dans le monde. C'est sur ce thème que réfléchissent depuis 3 jours les acteurs de la filière d'huile de palme réunis à Abidjan. Le congrès achevé aujourd'hui s'est penché sur plusieurs questions, notamment le financement, le droit foncier, la certification. Et le compte rendu complet de cet élément dans nos prochaines éditions avec Noël Niagno. Il faut 30 milliards de francs CFA par an à l'État de Côte d'Ivoire pour résoudre le problème de l'insalubrité. Mais le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine ne dispose que d'un budget de 15 milliards de francs CFA. Alors, que faire? Où trouver les ressources? Le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, en séminaire à Grand-Bassam, réfléchit à la meilleure stratégie pour disposer des ressources nécessaires pour le financement des programmes de salubrité. Les ordures pourront-elles un jour quitter les rues d'Abidjan? La question mérite d'être posée au regard des dépotoirs constatés ça et là dans le district d'Abidjan. Comme ici au marché Jean Folly dans la commune de Port-Boué, malgré les immondices, les transactions commerciales se passent en toute quiétude. Personne ici ne se soucie des odeurs et des dangers qu'ils représentent. Ça nous dérange, mais on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas où on va partir. C'est déjà là, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Le marché est très sale. Et la nourriture, tout ça là, en tout cas, ça ne donne pas la santé. Parce qu'à nos jours, à l'hôpital, les maladies sont remplies. On ne sait pas où les maladies quittent. Autre lieu, même constat, Makori Grand Marché. Ici encore, les ordures pullulent dans les rues. Automobilistes et piétons circulent dans l'indifférence totale.
Mais qu'est-ce qui explique cette présence quasi permanente des ordures dans les rues d'Abidjan, malgré l'existence de structures en charge de la gestion des déchets? C'est tout le sens de ce séminaire initié par le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine. Notre capacité de financement est aujourd'hui à 15 milliards au niveau du Fonds de financement des programmes de salubrité. Nous avons besoin du double pour pouvoir répondre aux attentes de la population. C'est pour ça que nous invitons tous les acteurs impliqués dans le processus de recouvrement et de mise à disposition des fonds alloués à la filière des déchets. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable souligne que des actions sont menées par l'État pour résoudre la question de l'insalubrité. Le FFPSU nous permet de financer à peine 15 milliards. Les 15 autres, il faut les trouver au niveau du budget de l'État. Il faut donc que nous puissions faire preuve d'imagination. Le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine tire ses ressources de la quote-part des contributions foncières, des taxes sur l'enlèvement des ordures ménagères, de la taxe spéciale sur les sachets et sacs en matière plastique, des subventions de l'État, de la taxe de la salubrité et de protection de l'environnement. C'était le reportage d'Herman Niamien. Le gouvernement donne 3 mois pour libérer les sites privés et publics illégalement occupés. Depuis 2002, le mode opératoire de cette opération a été l'objet d'un séminaire de validation tenu dans la commune du Plateau. Le reportage de Mamadou Kwasi. Kone Mamadou, 30 ans, est un ex-combattant de la crise post-électorale. Depuis 3 ans, il est élu domicile à la cité universitaire de Williamsville à Adjamé, en compagnie de son épouse et de son fils de 2 ans. C'est pas normal, mais c'est la situation qui oblige. On n'a pas un endroit à partir. Pour notre boulot, nous rester à notre petite famille. Comme lui, ils sont environ 400 ex-combattants reprofilés par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR. Ils vivent dans cette cité universitaire depuis plus de 3 ans, pour la plupart. Elles aussi se disent prêts à libérer la cité avec leurs familles si la situation connaît une issue favorable. ADF vient prendre contact en disant qu'ils vont nous donner un peu d'argent pour qu'on puisse aller prendre des maisons. Bon, on est parti les voir, on est quand même d'accord. Mais on n'a pas de force. On écoute ce qu'ils vont nous dire. Ils nous ont dit qu'ils vont nous faire quitter le 21. Bon, on était prêts aussi pour le 21 s'ils ont pu résoudre le problème de tout le monde. Conscient de ces faits, le gouvernement donne 3 mois pour sensibiliser la population afin de libérer tous les sites publics et privés occupés illégalement depuis 2002 à Abidjan et à l'intérieur du pays. Mais avant, un séminaire se tient pour valider le programme de libération des sites encore occupés. Vous demandez à 2 populations, d'abord ceux qui occupent les sites publics et privés, de leur demander de prendre toute disposition pour les libérer. Et nous n'allons pas utiliser la force, c'est pour ça que nous donnons 3 mois aux uns aux autres. En ce qui concerne les militaires, ce sont nos hommes. Nous allons, avec l'état-major, faire en sorte qu'ils rejoignent les casernes. Pour tous les autres, ceux qui ne sont pas militaires mais qui sont des ex-combattants, l'ADDR va gérer ce dossier avec nous. Pour les autres, nous leur demandons vraiment de le faire sans a priori. Les propriétaires, c'est de leur demander, c'est de venir prouver que c'est bien leur maison. Il y en a fait des requêtes. L'initiative est saluée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le Premier ministre. Pour lui, cette opération s'inscrit dans la volonté du chef de l'État à bâtir un État de droit et à renforcer le processus de réconciliation nationale. Cette opération, qui se fera sur une période déterminée, présente beaucoup d'intérêt pour l'État ainsi que pour les populations. Elle permettra aux Ivoiriens exilés ou non qui désirent entrer au pays, voire qui sont confrontés à l'occupation de leurs biens immobiliers, de regagner leur domicile en toute quiétude. À l'issue des travaux, un chronogramme et le mode opératoire seront élaborés puis remis au président de la République pour validation. L'Association des journalistes spécialistes de la défense séjourne en Côte d'Ivoire depuis le 3 juin dernier. Les journalistes français sont là pour rencontrer les autorités militaires et civiles afin d'avoir une idée des progrès réalisés dans le domaine sécuritaire en Côte d'Ivoire. Maïsako pour le récit. 150 journalistes professionnels spécialisés dans les questions de défense et de sécurité étaient en Côte d'Ivoire. Objectif, s'imprégner des progrès réalisés dans le domaine de la sécurité par les autorités ivoiriennes après la crise post-électorale. Ces hommes de médias de l'Association des journalistes de défense se sont entretenus avec les autorités militaires et civiles sur plusieurs sujets d'actualité, notamment la reconstruction des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le déploiement du bataillon logistique pour la mission internationale de soutien au Mali,
les actions de l'Organisation des Nations Unies et la poursuite de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire. Ce voyage d'études qui a duré une semaine va permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier de l'apport médiatique de ce panel. Les épreuves ont débuté hier pour les élèves de 3e qui ont donc fait face à leurs copies. Ils sont plus de 300 000 candidats à donc affronter ces épreuves. Ils sont donc à la conquête du brevet d'études du premier cycle BEPC. Les examens débutés hier ont pris fin aujourd'hui. Aujourd'hui, 12 juin, est célébrée la journée mondiale contre le travail des enfants. Non au travail des enfants dans le travail domestique, c'est le thème de cette journée. En Côte d'Ivoire, les enquêtes de 2008 indiquaient que plus de 46 000 enfants âgés de 14 ans sont impliqués dans le travail domestique. Le gouvernement ivoirien entreprend depuis ces dernières années des actions afin de lutter contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Et nous allons maintenant parler toujours santé, parler maintenant de la MUGFC, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Et c'est le dimanche dernier que les 200 000 fonctionnaires de la MUGFC, Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, se sont rendus aux urnes pour choisir leurs délégués régionaux. Les résultats ont été proclamés hier. 300 délégués ont été retenus à l'issue de ce scrutin. Doigt de laser pour le reportage. Fin de l'élection des délégués régionaux de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire. 300 délégués régionaux, retenus à l'issue du scrutin du dimanche 9 juin dernier, ont été proclamés par le Comité électoral national ce mardi 11 juin au siège de la Mutuelle 6 au plateau. Albert Kwasi Boni, président du Comité électoral national, se dit satisfait du déroulement du vote. Le système démocratique est désormais en marche à la MUGFC. Nous ne serons plus à une MUGFC où on coopte des amis et des camarades. Nous sommes maintenant une MUGFC, nouvelle MUGFC démocratique. Et cela, conformément au texte de l'UEMOA. Chers amis, nous pensons que la nouvelle MUGFC est née depuis le dimanche 9 juin 2013. Nous donnons rendez-vous le vendredi 28 juin pour la grande assemblée générale pour l'élection du conseil d'administration. Le contentieux est ouvert depuis le mardi 11 juin 2013 et prendra fin le samedi 15 juin prochain à 18 h. Pour l'heure, la région des Lacs enregistre 120 délégués élus sur les 300 retenus à l'issue du scrutin. Et je vous livre à nouveau ce communiqué relatif à la visite du chef de l'État dans le district des Savanes. Dans le cadre de la visite du président de la République, Alassane Ouattara, dans le district des Savanes, M. Soro Gikbafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, convie tous les ressortissants de la région du Tchologo à une importante rencontre le samedi 15 juin 2013 à 10 h à l'hôtel du Golfe. Ordre du jour, point des préparatifs de la visite d'État du président de la République dans le Tchologo. La présence de tous les fils et filles du Tchologo est vivement souhaitée. Hors de la Côte d'Ivoire, au Niger, moins de 3 semaines après les premiers attentats suicides de son histoire, le pays est à nouveau secoué par des troubles survenus dans la nuit d'hier à aujourd'hui. La gendarmerie dans la capitale Niamey a été attaquée par des hommes armés non identifiés. Il n'y a eu ni blessés ni morts, selon le ministre nigérien de la Défense. La circulation est rétablie sur la grande voie qui longe le camp de la gendarmerie dans le nord de Niamey. À Koirategui, le village voisin du site militaire attaqué mardi soir, la vie semble avoir repris son cours, mais les habitants sont encore sous le choc. On était devant ma porte, en face de la gendarmerie, on a entendu des coups de feu. Comme on n'a jamais entendu des coups de feu pareils, automatiquement on est rentré à l'intérieur. Quelques minutes après, on entendait ça augmente. C'est un commando non identifié qui a mené l'attaque, repoussé par des gendarmes. Pas de morts ni de blessés, juste quelques dégâts matériels. Ce taxi a été endommagé par des tirs. L'attaque de mardi soir intervient 10 jours après l'évasion d'une vingtaine de détenus de la prison de Niamey. Une évasion facilitée d'après les autorités nigériennes par des terroristes.
En Afrique du Sud, Jacob Zuma croit en la guérison rapide de Nelson Mandela. Pour la première fois, le président sud-africain Jacob Zuma s'est prononcé sur l'état de santé de Nelson Mandela à la télé. Il a affirmé « Je suis heureux de vous annoncer que Madiba réagit mieux au traitement ». Voilà, avant de nous séparer, je rappelle que c'était une folle rumeur, une fausse nouvelle qui s'est donc répandue. Il n'a jamais été question de rafle sur toute l'étendue du territoire national. La police nationale a donc démenti ces rumeurs. Les autorités rassurent les populations, les invitent à vaquer tranquillement à leurs occupations. On s'arrête ici. Demain 20h, retrouvez David Guédamobio. Mais pour ce soir à 23h, vous avez rendez-vous avec Maïsako.